Salut tout le monde. Ça va bien? Oui. Ouais. Ah, c'est vendredi matin là et puis je suis le premier talk donc c'est pas facile. Donc pour commencer, j'ai envie de vous réveiller un petit peu là. Pour ça, je vais vous demander de vous lever pour réveiller son corps là pour être prêt pour la journée. Et vous aussi qui êtes en ligne là, je veux vous voir. Levez-vous en ligne. Allez Pauline, je sens que tu vas te lever. Ronan c'est pareil, Thomas, Julien, allez vas-y. On est bon. Allez, on se laisse le corps un petit peu aller comme ça. Ouais, ça, ils trichent un petit peu ceux qui sont pas dans la caméra là. Hein. On écarte les bras comme ça, voilà. On rajoute les mains ici. On se met sur une jambe. Et maintenant, vous imitez un animal. Allez-y, imitez un animal. Ouais, c'est... Non, allez, stop, c'est ridicule. C'est ridicule, soyons sérieux, 2 petites minutes. C'est... Le thème d'aujourd'hui, c'est Agility Circus, arrêtons les cloneries. Aujourd'hui, ce que vous avez pu voir ici, c'est qu'en étant devant, sous les projecteurs, on va dire, je vous ai demandé de faire quelque chose d'assez ridicule, puis vous l'avez fait. C'était rigolo, on est entre nous, ça va, mais c'est la première image qu'on dégage. Et quand on est coach et qu'on arrive dans une organisation, on nous attend. Donc on est un peu comme ça sous les projecteurs quelque part, parce qu'on vient pour aider une organisation, aider une équipe. Et lorsqu'on arrive et qu'on fait ce genre de icebreaker ou d'energizer, on commence déjà à avoir une image qui est un peu pas très sérieuse, pas très professionnelle. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'un ami à moi qui est senior manager dans une grosse entreprise de services. Puis la première fois qu'on s'est rencontrés, il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et je lui ai dit bah, « Je suis coach agile. » Et ça, c'était sa réaction. Clairement, il s'est moqué de moi. Mon rôle n'est pas pris au sérieux et puis j'en veux pas parce que c'est pas le seul. C'est-à-dire que c'est souvent quand on dit qu'on est coach agile, qu'on est pris pour des animateurs de Club Med ou des gens qui ne travaillent pas. Il y a tout un tas de raisons pour ça. Donc moi j'essaie de lui expliquer quand même. J'essaie de lui expliquer ce que je fais, qu'on est là pour aider l'organisation, qu'on est là pour que les gens travaillent mieux, etc. Mais malgré tout ça, il y croit toujours pas. Et je suis vraiment pas surpris parce que même moi aujourd'hui, j'ai du mal à y croire. C'est-à-dire que sur ma carte d'affaires là, c'est écrit coach organisationnel. C'est que j'ai banni le mot agile pour avoir plus de crédibilité. Et je me suis posé cette question, pourquoi avoir honte du métier que je fais, qui est un métier très beau? Et bah, je vais vous présenter aujourd'hui différents axes, on va les survoler un petit peu parce qu'il y a que 20 minutes de talk, 25 minutes de talk. Mais en gros, il y a les qualités générales, l'attitude du coach déjà qui peut peut-être jouer dans la balance. Il y a le cadre qui apporte l'agilité, et je dis bien le cadre et non pas les cadres, on verra tout à l'heure, c'est un peu fait exprès. Il y a les différents types de coach aussi qu'on peut avoir. Et surtout, bah, l'agilité, c'est une mode. C'est une mode, c'est très tendance. Être agile, c'est tendance. La preuve est ici. J'ai fait une recherche très récemment sur LinkedIn, et j'étais un petit peu même moi surpris, parce que je savais que c'était à la mode, mais pas autant. Ça, c'est des chiffres qu'il y a sur LinkedIn quand j'ai tapé Scrum Master pour Montréal. On a 452 postes ouverts de Scrum Master à Montréal aujourd'hui. Chef de projet, qui était la référence, on a des chefs de projet partout, des TI à faire, etc. Il y en a moins, 293. Et quand on regarde au niveau nation, il y en a 2700 des postes de Scrum Master ouverts au Canada. Clairement, les chiffres le montrent, on en demande. C'est quelque chose que les entreprises veulent, ils veulent devenir agiles. Et pour ça, ils ne vont pas hésiter à embaucher des Scrum Masters qui sont des coachs quelque part. En parlant de coach, pareil, il y a 121 postes ouverts de coach agile sur Montréal, 334 au Canada. C'est-à-dire que la moitié des coachs du Canada sont en demande pour Montréal. Donc quelque part, on se dit, ok, il y a une forte demande et forcément quand il y a une forte demande, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir coach, il y a beaucoup de gens qui vont prendre ce tournant-là et bah, on va commencer à avoir différents types de coachs, ce qui est bien quelque part, mais ça peut aussi nuire à l'image. Les différents types de coachs qu'on a ici, on a forcément l'évangéliste. Alors l'évangéliste, c'est quelqu'un qui est super cultivé et très passionné par ce qu'il fait. J'adore parler avec eux parce qu'ils sont très instruits, ils lisent beaucoup, ils vont beaucoup dans des conférences ou sur des vidéos, etc. Et j'apprends beaucoup d'eux. Par contre, souvent, de ce que je remarque, c'est qu'ils ont un petit côté dictateur et un peu narcissique. J'ai la vérité. Ce que vous avez entendu, c'est pas bon. Moi, j'ai la vérité. C'est comme ça qu'il faut faire. Il va prôner quelque part sa propre croyance. Or, il n'y a pas vérité. Et
souvent, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a certains évangélistes qui sont inexpérimentés. C'est-à-dire qu'ils sont absorbés par la théorie, mais à côté, ils n'ont pas réussi à le reproduire dans la pratique. Ou alors, ils n'ont pas eu la chance de reproduire dans la pratique. Donc, on a des coachs qui sont tout pleins d'idées et une tête super bien faite, mais qui manquent un petit peu d'expérience. On croise aussi la tendance. Donc là, c'est le coach qui est tendance, c'est-à-dire que lui, il va surfer sur la vague. Il a vu que l'agilité c'était le tournant de l'agilité, il va aller là-dedans. Donc, il va apporter un regard neuf et puis il va apporter une expérience qui est autre que celle de l'agilité. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on va pouvoir faire comme ça. Ça va aider au changement, ça va aider quelque part à rentrer dans les entreprises plus facilement parce qu'on aura un vocabulaire ou quelque chose, une posture qui sera différente d'un coach agile de formation. Par contre, il peut avoir des habitudes ou alors une posture qui ne va pas forcément dans le bon sens. Ça peut arriver. On a le certifié. Le certifié est très bon celui-ci, surtout aussi en Nord-Amérique. La certification, elle est quand même assez demandée. Donc ça fait des jolis CV et surtout des jolis profils LinkedIn. Encore la semaine dernière, je me suis connecté avec une personne. Son libellé de certification faisait peut-être 3 ou 4 fois son nom et son prénom inclus. C'est-à-dire que c'était PSM, PSO, PSPO, Black Belt, blablabla. C'était comme énorme. Et je me dis, finalement, ces gens-là, ils n'ont pas des connaissances, je ne suis pas de généralité, mais ils n'ont pas une connaissance accrue, ils ont juste des formations. Et en plus de ça, ils vont se croire experts. Moi, je suis Black Belt, Six Sigma. Alors, c'est bien, les formations, c'est très bien. Par contre, il faut avoir aussi de l'expérience à côté. Ensuite, on a Horacio. Lui, c'est l'expert. Horacio, il a roulé sa bosse. Il est expérimenté, il sait s'adapter aux environnements. Par contre, Horacio, il est épuisé. Il est épuisé parce qu'en général, ça demande beaucoup d'énergie de faire du coaching, etc. Et puis, Horacio, il va partir vers de la formation, vers des conférences. Il va même partir pour un poste de directeur pour pouvoir inculquer ça à son entreprise quelque part. Toutes ces croyances, il va vouloir les mettre. Là, ici, je fais une grosse présentation là, de 4 types de coachs. Bien sûr, ça se croise. Il y a des experts qui sont certifiés, qui sont évangélistes. Il y a des tendances qui sont évangélistes aussi. Je veux dire, tout se croise. Mais tout ce beau monde-là fait qu'on a une mixité des genres. Je voudrais m'attarder 2 petites minutes sur cette photo-là. Cette photo-là, ce n'est pas du tout un fake. Je n'ai pas fait de Photoshop dessus. C'est un post LinkedIn que j'ai vu il y a quelques mois et que j'étais obligé de faire un screenshot dessus. Il y a plusieurs choses qui m'interpellent. Premièrement, qu'est-ce que vous voyez? Des post-it. Alors forcément, lorsque je dis que je suis coach agile ou quand un Scrum Master se présente, ah ouais, toi tu as un colleur de post-it. Alors moi, j'aime pas les post-it, en plus c'est pas bon pour l'environnement. Je n'utilise quasiment jamais de post-it. Mais déjà là, on a quelque chose qui nous envoie directement à l'agilité. Ensuite, les personnes sont pieds nus. Bon, ils sont décontractés, ça va, c'est pas forcément dans le milieu professionnel, quoique, on croirait une salle de réunion, mais bon, ça peut aller. Là où commence à tiquer, c'est le nez rouge. C'est-à-dire que clairement, c'est un clown. Ici, on met un clown devant et puis il joue de la guitare. On commence à dire, mais là, c'est pas vraiment pris au sérieux tout ça. Là, on commence vraiment à avoir une image un peu théâtrale. Et c'est ce qu'il a recherché ici avec ces gens-là. Mais quand tu publies ça sur LinkedIn avec des professionnels et des gens qui n'ont pas cette culture-là, ça peut poser problème. Et là, les hashtags. Clairement, on voit quoi? On voit agilité et on voit surtout manager agile ou manager agile. Je ne sais pas comment ils ont voulu le tourner. Là, on se dit, ok, ils vont faire des hashtags vers des managers, des gens qui n'ont pas cette culture, en mettant en scène des gens pieds nus jouant de la guitare avec un nez rouge, devant des post-it. Donc clairement, on a une image aussi, on n'est pas des bons ambassadeurs de notre métier déjà de base. Il faut faire attention un petit peu à ça, mais c'est pas peut-être le seul problème. Il y a peut-être aussi l'entreprise qui n'est pas aidante dans son genre. Ça, c'est l'agilité. C'est avant tout un cadre avec des règles qu'il faut respecter, des rôles bien précis, et en plus de ça, on peut mettre même une taille box. Okay, donc ici, c'est des joueuses de volley qui sont dans un terrain très délimité. Il y a des lignes. Si on sort, il y a sortie de jeu, parce qu'il y a des règles très strictes qu'il faut impérativement respecter, ainsi que les rôles. Donc ça, c'est l'image de l'agilité. On vient poser un cadre, on vient imposer des règles à nos collaborateurs pour X raisons, mais on vient imposer tout ça. Clairement, pour moi, on peut avoir toutes les règles possibles avec un cadre super carré. Ça n'empêche que si 2 joueurs n'arrivent pas à se parler, on tombe dans le chaos. La collaboration, c'est pour moi la clé
de l'agilité, mais pourtant elle est faussée par les frameworks qu'on met en place et les cadres qu'on met en place. Ma vision de l'agilité, c'est avant tout mettre un cadre qui soit sécuritaire. Sécuritaire pour que les collaborateurs puissent bien sûr collaborer, communiquer, pour qu'ils puissent se concentrer et pour qu'ils puissent prôner l'amélioration continue. Donc, c'est-à-dire, on peut dire oui à l'échec. L'échec est bon tant qu'on en retire des leçons et qu'on se met en avant. Je vous parlais juste avant du volleyball. Moi, j'ai un souvenir quand j'étais petit et que je faisais du foot avec mes amis. On avait quoi? On avait un terrain d'herbe, un ballon, et puis on prenait nos t-shirts puis on en faisait des buts de football. Il n'y avait pas de cadre, il n'y avait rien. Pourtant, on savait s'organiser. C'est-à-dire qu'au début, c'était un petit peu le bazar. Et puis, petit à petit, celui qui court un peu moins vite, c'est-à-dire moi, et qui n'est pas très bon, c'est-à-dire moi, je me mettais en défense parce que j'aimais le contact. D'autres qui étaient beaucoup plus rapides allaient en attaque. Et puis comme ça, on se créait en fait nos propres rôles parce que c'était normal. Et on jouait jusqu'à pas d'heure et on s'amusait. On s'amusait en faisant du sport. Le même sport que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez me dire, c'est super intelligent ce que tu viens de montrer, on n'y avait jamais pensé. En fait, non, c'est ironique, je pense que tout le monde y pensait, c'est comme logique. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était pour moi une évidence d'être comme ça. Mais en fait, ça l'est pas. Ça l'est pas parce que dans les années 80-90, la culture de l'entreprise était vraiment tournée vers le profit, absolument vers le profit. Et on prônait l'individualisme. Il fallait des talents dans nos entreprises, il fallait des talents pour rapporter de l'argent rapidement. Et c'est une culture qui a très bien marché parce que c'était plus facile à l'époque de faire de l'argent et puis les technologies dans notre monde du TI étaient un peu moins accessibles qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça change. On sent que ça change, les gens veulent être bien au travail. Et être bien au travail, ça va porter ses fruits dans la réalisation justement de profit. Ces gens-là qui étaient comme ça dans cette culture individualiste, etc., sont aujourd'hui dans le top management d'aujourd'hui. On ne peut pas arriver comme ça avec un nez rouge et puis se dire on va tout changer. Il y a quand même une culture qui est ancrée et qui a marché, qui aujourd'hui fonctionne un peu moins bien et qu'il faut qu'on puisse changer quelque part et faire évoluer. Donc il y a cette approche aussi à faire attention. Simon Sinek, c'est une personne que je suis sur LinkedIn, que j'aime beaucoup, un conférencier, et il nous parle de cette matrice qui est performance/confiance. Et ça dit pas mal de choses, j'ai l'impression. On aimerait tous avoir chez nous le plus performant et c'est la personne qu'on a une grande confiance en lui. C'est un peu notre LeBron James. LeBron James, pour ceux qui ne connaissent pas le basket, c'est quelqu'un qui est monstrueusement bon et en plus de ça, il a un esprit d'équipe et il porte son équipe jusqu'à la victoire. C'est vraiment quelqu'un de confiance. Maintenant, on se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir avec nous quelqu'un de très performant, un peu comme Neymar, donc c'est-à-dire quelqu'un qui, visiblement avec un ballon au pied, fait des merveilles, mais qui est plus ancré sur son image et son Instagram, plutôt que vers le collectif, ou est-ce qu'il faudrait plutôt ce mec-là? Personne ne le connaît, je suis sûr, à part ceux qui regardent le basket. Voilà, il paye pas de mine, on le connaît pas trop, par contre il est quand même pas trop mal, et surtout, ce mec-là il t'emmène vers la victoire. Un collectif comme jamais, et on peut se reposer sur lui. Et jusqu'à aujourd'hui, on prenait vraiment la performance, on prenait des gens comme Neymar. Et on s'est vite rendu compte que dans un groupe où on travaille maintenant beaucoup plus en équipe, il faut plus se tourner vers des gens de confiance. Et c'est ce que montrait Simon Sinek lorsqu'il a fait son étude avec la Navy SEAL. C'est-à-dire que quand on est à l'armée, on est plus tendance à être quelqu'un de confiance plutôt qu'à quelqu'un de performant. On est plus à même à rester en vie en tout cas. L'attitude à adopter en tant que coach pour tout ça, je vous dis, comment on évolue, comment le coach évolue? Est-ce qu'il doit devenir un super-héros dans les organisations en disant « Hey, c'est moi, je vais vous aider » ou est-ce qu'il doit servir à rien? Alors, pour moi, la réponse, elle est claire, c'est mon point de vue, on doit servir à rien. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'entame une transformation ou que je vais dans une équipe pour les aider ou peu importe, mon premier objectif, c'est comment je vais sortir de là. Non pas parce que je les aime pas, mais parce que je ne dois servir à rien, je dois leur donner toutes les choses en main pour qu'ils puissent réussir par eux-mêmes et que je puisse me retirer facilement. Mon travail a pour objectif de ne servir à rien, tout en servant à quelque chose quand même. Quelques qualités à avoir, donc l'écoute, forcément, il faut beaucoup écouter notre client. Il faut également analyser la situation.
Et il faut ensuite les guider en proposant des choses. Il ne faut pas imposer des choses. Ce n'est pas parce qu'on est évangéliste, qu'on a nos propres idées, qu'il va falloir forcément les pousser. Il faut savoir écouter, prendre en compte leur environnement, leur vocabulaire pour pouvoir inculquer les choses. Ça vient avec le changement. Et c'est quelque chose qui est souvent oublié, je trouve, c'est qu'on est leader du changement. On n'est pas acteur du changement. Les acteurs du changement, c'est tous les collaborateurs qui vont être autour de nous. Nous, on doit être leader du changement. Il y a 2 changements possibles. J'ai eu la chance de vivre les 2. Donc, je vais pouvoir témoigner. Il y a le changement radical. C'est-à-dire qu'une entreprise veut s'agiliser, elle veut partir dans un modèle qu'elle souhaite, hein, peu importe lequel. Ça peut être Safe parce que c'est rassurant, ça peut être Spotify parce que le nom est très mélodieux. Mais en tout cas, ils veulent et puis ils vont le faire. Et ça va créer des nouvelles équipes, ça va imposer le changement, imposer un nouveau vocabulaire et une nouvelle façon de faire. C'est quelque chose qui marche. Je l'ai vu, ça marche très très bien. Je l'ai vu dans un milieu bancaire où on a viré des personnes qui étaient réticentes au changement. On a recruté des personnes un peu plus jeunes et un peu plus ouvertes sur l'agilité. On a créé des squads qui marchaient bien. Finalement, ça a pris très peu de temps et ça a marché. Maintenant, sur le point de vue humain, moi je ne suis pas très fan et je serais plutôt à privilégier le changement évolutif. C'est-à-dire qu'on parle d'évolution. On va écouter vraiment ce que l'entreprise est aujourd'hui. On va écouter vraiment pourquoi elle veut changer et on va faire en sorte que ce soit invisible. On va prôner l'amélioration continue. Pour ça, je vais employer le même vocabulaire que l'entreprise. C'est pas parce que chez moi on parle de sprint, de scrum, non, je ne vais pas parler de ça, je n'emploie aucun terme agile, je vais employer tous les termes de l'entreprise à l'instant T. Et ensemble, en fait, on va faire en sorte de s'améliorer et d'améliorer l'organisation. Cette nuance, elle est importante. Parce qu'aujourd'hui, quand vous arrivez dans une organisation et que vous dites, voilà, je suis coach, et puis à partir de demain, on va parler de squad, on va parler de backlog refinement, on va parler de sprint planning, d'estimation en t-shirt sizing. T-shirt what? Non, moi je connais les jours hommes, mais je connais pas de short sizing. Là. Je suis pas chez H&M. En tout cas, tout ce vocabulaire-là, ça compte et ça crée comme une scission dans le changement. Il faut vraiment prêter attention à ça et utiliser le même vocabulaire, même si c'est un vocabulaire qui ne nous est pas propre ou qu'on n'aime pas, ou il y a des choses qu'on voit clairement qui ne va pas. Prenons le temps pour le temps, ok? Il ne faut pas trop pousser. Et là, c'est une petite parenthèse pour les consultants, parce qu'on est des consultants, c'est d'autant plus vrai pour nous. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive dans une entreprise, il ne faut pas qu'on arrive en mode « je vais tout changer, regardez, c'est comme ça qu'on fait, moi je connais la vie, vous êtes à des années-lumière ». Non, ok, dressons le bilan, comment vous travaillez, comment on peut travailler ensemble, quel est notre axe d'amélioration. Et suivre la stratégie d'entreprise, ça aussi c'est important, c'est-à-dire que si on pousse des choses et on sent qu'il y a une réticence, et ben on va suivre l'entreprise. Il ne faut pas non plus trop pousser. Tout en restant force de proposition, bien sûr. On est des consultants, on doit porter le conseil. Alors, tout ça pour dire, soyez comme vous êtes. C'est ce qui fait la beauté de notre métier. C'est-à-dire qu'on peut arriver décontracté dans une entreprise, on se retire un petit peu des codes du costume-cravate, on est dans un environnement très décontracté où on prône l'humain. Et ça, je trouve que c'est vraiment très beau. Même si j'ai un peu parlé là, sur les différents types de coachs et puis sur le nez rouge, etc., on peut être nous-mêmes. C'est vraiment ce qui fait la beauté de notre métier. Mais par contre, s'il vous plaît, restons professionnels. Ne nous démarquons pas trop, surtout quand on va chez un client. Ne nous démarquons pas trop de ce client-là. Restons un minimum professionnels. Aujourd'hui, je suis en jean t-shirt. C'est très décontracté. Pourtant, j'ai pas des trucs un peu exubérants que je pourrais pas montrer dans un milieu bancaire, par exemple. Peut-être, je me dis que si on aborde cette attitude où on est un peu plus professionnel, où on va plus être à l'écoute de notre client, plus à l'écoute de notre environnement, alors peut-être que je me dis, et j'ai espoir, qu'on aura le respect de tout le monde. Donc, merci de m'avoir écouté et je vous laisse place aux questions.